Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Le Figaro sortait aujourd'hui le chiffre mis à jour, si j'ose dire, des radicalisations, des cas de radicalisation. 8250 cas, 2 fois plus en moins d'un an. C'est quoi? C'est Bruno Gollnisch qui triomphe en disant on vous avait prévenu? Oh, oui, ce serait un triomphe amer. C'est sûr que moi, ça fait 40 ans que j'ai entendu Jean-Marie Le Pen dire que l'immigration incontrôlée, le réveil d'un islam radical et même parfois fanatique conduirait dans nos pays à des situations extrêmement périlleuses. Bon, ben, c'est le cas. Ça ne veut pas dire que tous les musulmans soient des djihadistes, mais sur la masse, évidemment, dans un pays qui n'est plus sûr de ses valeurs, qui n'ose pas les imposer ni même les proposer, où il n'y a plus d'autre idéal que matériel, le sexe, le fric, il est bien évident qu'il y a là un appel pour un certain nombre de jeunes gens à un engagement total, extraordinairement mal placé, bien sûr. C'est tout à fait désolant, mais c'était prévisible. Hier à Rome, c'était la mise en place, ou en tout cas l'étude des scénarios pour s'opposer à l'État islamique. Notamment, on a entendu les déclarations du ministre de la Défense français, Jean-Yves Le Drian, qui expliquait que sur 300 km de côte, des côtes libyennes, eh bien, l'État islamique était aux portes de l'Europe. La France va s'occuper peut-être du cas libyen, il était temps également? C'est aussi ce que vient de nous dire tout à l'heure, il y a une heure, en séance solennelle, ici, le président du Nigeria, un État qui devrait compter à la fin de ce siècle 400 millions d'habitants et qui est en proie à l'islamisme le plus radical, le plus ignoble, le plus abominable, celui du groupe Boko Haram, et qui nous disait son inquiétude de voir précisément les côtes libyennes dominées par ce djihadisme. À qui la faute? C'est M. Sarkozy, sur les conseils de M. Bernard-Henri Lévy, qui a détruit l'État libyen, certes un État autoritaire, certes conduit par un dictateur, mais enfin qui limitait quand même les dégâts sans que l'on n'ait jamais rien prévu de sérieux pour son remplacement. Alors, politique française, on s'excusera peut-être auprès de Claire Tesson de France 2. Auprès de Mme Claire Tesson de France 2. Mme Claire Tesson, attention, vous allez pouvoir nous dénoncer aux 20h. Nous ne parlons pas que de sujets strictement européens. Alors, enfin, la France est dans l'Europe. Je me permets de vous lancer sur le cas de Christiane Taubira. Vous avez tweeté la position du démissionnaire. On a senti un petit peu d'ironie derrière tout ça. Oui, on peut. Christiane Taubira qui sort un livre, Murmure à la jeunesse. Oui, j'ai pas lu encore, oui. Vous n'avez pas lu, alors elle Non. en appelle à ce que les hommes politiques, sur les cas notamment le cas du terrorisme, eh bien on arrête avec les mots, ou en tout cas que les mots prennent une autre signification. C'est un examen de conscience, oui, enfin, à votre écoutez, avis? on est débarrassé, si j'ose dire, de Mme Taubira, mais on reste quand même avec son bilan absolument calamiteux à la justice, l'emphase, le style ampoulé qui caractérise les propos de Mme Taubira ne peuvent pas faire oublier, évidemment, son bilan absolument catastrophique. Alors là, elle part avec les applaudissements, si j'ose dire, du public, enfin du public médiatique en tout cas, c'est admirable, elle a mis ses convictions avant son poste de ministre. Attendons de voir, attendons de voir. Je ne serais pas étonné que M. Hollande quand même lui trouve un cadeau, un réconfort, un placard doré. Je ne sais pas forcément un poste au Conseil constitutionnel, mais quelque chose d'autre. Mais nous verrons. Nous verrons si je me trompe. Enfin, en tout cas, je prends les paris et je crois que cette sortie, en réalité, est une fausse sortie. Il était évidemment impossible pour elle de défendre un texte contre lequel elle avait pris position, mais je crois que M. Hollande, qui a déjà sur le dos la candidature de M. Mélenchon, saura trouver auprès de Mme Taubira, pour Mme Taubira, les apaisements nécessaires qui la dissuaderont de faire ce qu'elle a fait précédemment, c'est-à-dire d'être candidate et que les 2% qu'elle recueille ne privent le candidat socialiste de son deuxième tour, ce qui a été le cas, vous vous en souvenez, pour Lionel Jospin. Vous ne pouvez pas nier quand même que les socialistes peuvent retrouver le bon sens. Jean-Claude Barrot a sorti un livre, l'ancien monsieur immigration de François Mitterrand, un livre dans lequel il fait là aussi, lui, un examen de conscience et il détermine... Je crois de François Mitterrand et de Charles Pasqua, oui. J'ai connu monsieur Barrot dans d'autres activités, mais je crois qu'il en est venu, effectivement, à la considération des réalités. Ça ne date pas d'hier et le bilan
qu'il fait est extrêmement alarmiste. Liberté, égalité, immigration, le titre de son livre. Il s'attache à dénoncer la déconstruction, notamment auprès des Français issus de l'immigration, puisqu'il accuse le gouvernement, les gouvernements successifs, d'avoir créé des Français sans mémoire. Vous le rejoignez sur ce constat? Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est le problème fondamental. C'est que non seulement nous avons accueilli une immigration incontrôlée, mais nous avons évidemment scolarisé les enfants de cette immigration, mais nous leur avons trop souvent inculqué, je ne dis même pas l'indifférence à l'égard de la France, je dis la haine de la France. Et toutes sortes de faussetés, de mensonges, de calomnies, notamment sur la France d'outre-mer, sur ce qu'elle a été, qui a été une aventure quand même tout à fait extraordinaire, de ces pionniers, ces navigateurs, ces officiers, ces médecins, ces défricheurs, ces explorateurs, qui ont, bien sûr, dans une entreprise humaine et qui par conséquent n'est pas exempte de faiblesse, mais qui ont considérablement participé à l'amélioration du sort des populations, de l'hygiène locale, par la voie de conséquence d'ailleurs à la croissance démographique, à faire régner la paix, l'ordre, la sécurité dans ces pays, à diffuser l'instruction et la modernité. Et au lieu de cela, on leur a appris que les Français avaient été des exploiteurs, des colons mus exclusivement par des intérêts mercantiles, des tortionnaires, que sais-je encore, ce qui est évidemment faux. Et ce qui fait que c'est vrai que ces jeunes gens qui ont perdu les repères de la société traditionnelle dont ils sont issus n'ont pas adhéré aux valeurs ou aux contre-valeurs de leur pays d'accueil. Alors permettez-moi de succéder à ce thème-là, celui de l'état d'urgence. Sur votre blog, vous publiez régulièrement des billets d'actualité, votre blog gollnisch.com. Oui. Vous avez titré « État d'urgence, le bon mot ». MOT, mais est-ce le bon remède? Votre position sur le renouvellement possible, potentiel de l'état d'urgence? Écoutez, l'état d'urgence n'a pas diminué très sensiblement la criminalité. Quand même, sur les trafics de drogue, sur certaines criminalités, je dirais qui s'exerçaient sur la voie publique, oui, sur les autres, non. Mais l'état d'urgence, par définition, c'est pour répondre à une urgence. Alors, moi, je dois dire, si on prolonge encore cet état d'urgence de quelques mois, bon, soit, mais ça ne peut pas être l'état normal, par définition. C'est un état exceptionnel. Et je veux dire quelque chose d'assez trivial, l'exception doit demeurer l'exception. Voilà. Donc, il n'y a aucune raison que nous abandonnions nos libertés publiques, etc., parce que quelques voyous, quelques fanatiques ont fait un attentat, aussi odieux soit-il. Il faut s'attaquer aux causes et pas simplement aux symptômes. Et par conséquent, je suis réservé sur la prolongation indéfinie de cet état d'urgence. Si on le prolonge une fois, soit, mais si rien ne change, je crois qu'il n'y a pas de raison de la prolonger. D'ailleurs, il en va de même avant l'état d'urgence, vous savez, pour ces plans Vigipirate. Parce que le plan Vigipirate, c'est déjà un plan d'urgence. C'est un plan d'exception. Qui dure depuis maintenant qui dure depuis, plus d'une décennie. Alors, il y a Vigipirate, puis il y a Vigipirate Plus et Vigipirate Plus. Et on était au taquet du plan Vigipirate. On ne peut pas maintenir ainsi à bout de bras des forces de sécurité dont les moyens ont été réduits ou en tout cas sont insuffisants. Alors je suis heureux que M. Le Drian ou d'autres se préoccupent maintenant, M. Cazeneuve, etc., de constituer des réserves. Oui, il nous faut sans doute une garde nationale, c'est très possible, de constituer des corps de réservistes parmi les anciens militaires, parmi les volontaires, parmi les anciens policiers, etc., qu'on pourrait mobiliser le moment venu. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire pour cela de modifier de fond en comble notre appareil constitutionnel. François Hollande, lui, a accordé la grâce présidentielle à Jacqueline Sauvage, oui, qui avait été par 2 reprises condamnée pour avoir assassiné son époux. On explique que son époux avait été violent avec elle. Sur peut-être ce cas peut-être très particulier, c'est quoi? C'est une réforme de la légitime défense, des règles de légitime défense à laquelle il faudrait peut-être aujourd'hui en venir? Alors, je vais dire les choses très clairement. On a contesté le droit de grâce au motif qu'il était une survivance de l'Ancien Régime.
Ben, je trouve qu'il y a de bonnes survivances, et précisément parce que c'est une survivance de l'Ancien Régime, je le crois très positif, ce droit de grâce. Par conséquent, je ne suis pas choqué en soi que le président de la République utilise un droit qui a été utilisé dans le passé, qui a été utilisé à bon escient. Maintenant, ce qui est pour moi quand même la source d'un malaise. Et là, je vais aller une fois de plus, mais j'ai l'habitude, à contre-courant. Vous allez contester la détresse de cette femme, de cette famille? La détresse, sans doute pas, mais je vais contester peut-être le bien fondé de la décision du président. Ce que j'observe quand même, c'est que dans cette affaire, on nous présente un tableau absolument unilatéral. Comme d'habitude, d'ailleurs, sur le plan médiatique, c'est extraordinaire. Il y a en France quantité de radios, de télévision, de journaux, ils racontent tous la même chose. Et tous, la plupart du temps, en se copiant les uns les autres et sans vérifier leurs sources. Par exemple, on dit que ce mari était abominable, c'est très possible. Mais est-ce que ceux qui l'écrivent sont allés vérifier? Moi, ce que je sais, par exemple, c'est qu'au cours du procès, il est apparu qu'il y a une voisine, par exemple, a témoigné que les violences s'exerçaient plutôt de la part de Madame Sauvage. Je ne sais pas ce que vaut le témoignage de cette voisine. Ce que je sais aussi, c'est que le fils de Madame Sauvage s'est suicidé. Mais d'après les témoignages, il s'est suicidé pour échapper à l'emprise de sa mère et pas de son père. Alors le père, dans cette affaire, il est unanimement noirci, mais il n'y a plus personne pour le défendre. Jusqu'à preuve de contraire, c'est lui la victime quand même d'un acte qui a été délibéré, prémédité, puisqu'il a fallu aller chercher un fusil et lui tirer 3 fois dans le dos. Bon. Alors qu'il était assis. Il y a des erreurs judiciaires tout de même. Non, mais ce qui semble en tout cas, c'est qu'il y a eu 2 ans d'instruction de cette affaire. Il y a eu un procès dans lequel on a fait affaire non seulement à 3 magistrats professionnels, mais à un jury populaire. Des gens qui ont passé des jours à éplucher l'affaire, son contexte, les analyses des uns, les témoignages des autres, bon, et qui ont condamné Madame Sauvage à 10 ans de réclusion. Bon. Ensuite, puisque maintenant on a la possibilité de faire appel du jugement d'une cour d'assises, il y a eu une 2e cour d'assises, une cour d'assises d'appel. Qui a recondamné. Qui a procédé de nouveau à l'audition des témoins, à l'analyse du dossier d'instruction, qui a écouté les réquisitions du parquet, etc., et qui a maintenu cette condamnation. Alors, je m'interroge quand même, encore une fois, est-ce que ces 2 groupes de jurés étaient des gens totalement insensibles? Est-ce qu'ils ont à chaque fois commis une erreur judiciaire? Alors, moi, je considère que la compassion peut conduire naturellement et doit conduire dans certains cas à gracier des condamnés aussi pour apaiser l'opinion publique, pour faire taire un certain nombre de dissensions. Les cas de grâce et d'amnistie sont nombreux dans notre histoire et ils ne sont pas tous illégitimes. Mais ce qui me paraît quand même choquant, c'est un cas de grâce qui survient tout de suite après le jugement. Alors s'il survient tout de suite après le jugement, à quoi a servi le jugement? À quoi a servi toute cette procédure judiciaire? Je trouve que c'est quand même un peu étrange. En tout cas, je sais qu'il y a eu des dizaines, des centaines de milliers de pétitions en faveur de Madame Sauvage. Je me demande combien de pétitionnaires avaient effectivement eu accès au dossier ou entendu les débats en cour d'assises. Voilà ce que je dis. Ceci étant, si Madame Sauvage, si ce qu'on a dit de son mari est vrai, alors il est regrettable d'ailleurs qu'elle n'ait jamais porté plainte, qu'elle n'ait jamais attiré l'attention des autorités. Mais si ce qu'on a dit de son mari est vrai, si ça peut lui permettre de revoir ses filles qui manifestement ont pris le parti de leur mère, etc., bon, c'est pas à moi de me prononcer là-dessus. Petite page internationale, on a eu l'élection présidentielle aux États-Unis dans un premier État, et là, grande surprise, ça n'est pas M. Trump qui a été le leader, ou en tout cas qui a viré en tête dans l'Iowa, c'était son concurrent ultra-conservateur, Cruz. Votre analyse là-dessus, les dés n'étaient pas totalement jetés en fait? Non, je crois que la partie reste ouverte. Elle reste ouverte aussi chez les démocrates. Oui, Hillary Clinton n'a pas été également plébiscitée, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Tous les commentateurs ont dit qu'il y a un rejet de l'établissement traditionnel, mais M. Trump ne fait pas partie de l'établissement traditionnel. Je crois qu'il n'a pas dit tout à fait son dernier mot. Les élections de l'Iowa, on dit que ceux qui échouent aux primaires de l'Iowa, traditionnellement, n'ont pas de chance de conquérir l'investiture de leur parti. N'oublions pas, ce ne sont pas les élections présidentielles, hein. Ce sont les élections à l'intérieur des partis pour désigner le candidat qui va concourir pour l'élection présidentielle. On dit souvent, voilà, le premier tour d'une présidentielle. Bon. Alors,
Rien ne vous échappe. C'est d'ailleurs cet usage des primaires, usage américain, que l'on voudrait instaurer dans notre pays, en contradiction d'ailleurs flagrante avec l'esprit de la Constitution de 58 tel que le général de Gaulle l'avait conçu. Mais enfin, parce que de Gaulle voulait que l'élection présidentielle fût un rapport direct entre le candidat ou la candidate et le peuple. Et que les candidats ne soient pas l'émanation d'un parti. Alors là, on veut organiser des primaires, aussi bien à droite qu'à gauche, hein, en France, c'est-à-dire justement des concours à l'intérieur de telle ou telle formation politique pour sélectionner le candidat. Ça prouve l'américanisation de notre vie politique. Je ne crois pas que nous ayons quoi que ce soit à y gagner. International toujours, et j'allais dire ultra cosmopolite, le navire Modern Express. Bruno Gollnisch, vous êtes, je crois, officier de marine de réserve. Oui, je suis même honoraire maintenant. Honoraire. Alors votre position là-dessus, c'est un navire panaméen dont l'équipage était philippin, l'armateur coréen, une société de transport maritime dont le siège était en Belgique. Oui. Quelle est votre analyse? Qu'est-ce qui a pu se passer? Et est-ce qu'en tout cas le cas a été bien traité, notamment par la marine française? Je voudrais rendre hommage aux sauveteurs. Alors il se trouve que précisément il y a 2 mois, c'est une coïncidence curieuse ou heureuse, j'étais sous l'uniforme avec quelques-uns de mes camarades pour un voyage d'études au cours duquel nous avons été reçus par le préfet maritime, le vice-amiral d'escadre De Oliveira. Côté Atlantique? Côté Atlantique, bien sûr, à Brest. Et nous avons visité, entre autres choses, le CROSS, qui est le centre régional opérationnel de secours et de sauvetage. Oui. Et je suis monté également sur l'Abeille Bourbon, qui est le grand remorqueur de haute mer, affrété par la marine française. Alors, qui est intervenu, mais qui est intervenu en réserve, puisque l'armateur du navire en perdition avait choisi de faire appel à une autre société de remorquage. Enfin, les gens de l'Abeille Bourbon, j'avais été très impressionné d'ailleurs, et par ce bateau et par les prouesses passées de son équipage. L'Abeille Bourbon, semble-t-il, n'a pas eu à intervenir directement. Il était présent, mais il était là en l'occurrence en réserve. Est-ce que la Commission des Transports, vous étudiez ces cas d'armateurs et de multi-pavillons, enfin non pas multi-pavillons, mais de multinationalités dans les... Eh bien, je crois que c'est une très bonne question que j'ai l'intention de porter précisément auprès de cette Commission des Transports du Parlement européen dont je suis membre, parce que je pense que ça ne peut plus durer. Alors, je ne dis pas d'ailleurs que dans le cas présent, il y ait eu une faute majeure, je n'en sais rien. Les accidents font partie de la vie. Il n'y a pas d'activité humaine qui soit exempte de tout péril, c'est évident. Mais tout de même, c'est vrai que voilà, ce navire, comme vous dites, qui bat pavillon panaméen, bon, les 2 tiers de la flotte mondiale, ils battent pavillon du Panama ou pavillon du Libéria. Surtout qu'on sait que le Libéria, qui a été pendant longtemps en pleine guerre civile, petit État africain, est absolument incapable d'exercer une réelle surveillance sur les navires qui battent son pavillon. C'est ce qu'on appelle des pavillons de complaisance. En l'occurrence, le propriétaire étant, semble-t-il, coréen. Comme vous l'avez dit, l'équipage étant totalement philippin, etc. Alors, et le tout ayant été affrété à une société belge pour transporter du bois de Gabon, du Gabon en France. Bon, moi, je crois que ça ne peut plus durer ces situations-là. C'est vrai que les États ont le droit d'accorder, après tout, leur pavillon à qui ils veulent, sauf que vous remarquerez que s'agissant des navires, il n'y a pas de double nationalité. À la différence des êtres humains. Les navires et les aéronefs ne peuvent avoir qu'une seule une nationalité et une seule. Mais je pense que nous, Européens, et en particulier nous, Français, nous avons le droit aussi de mettre fin à ce système, c'est-à-dire de refuser l'accès de nos ports à des navires qui ne présentent pas de garantie suffisante parce qu'il n'y a aucune cohérence entre le pavillon, entre l'État qui assure en principe
la responsabilité de l'octroi de son pavillon, les équipages, les activités, les armateurs, les affréteurs, etc. Et je crois que là, il y a un vrai problème qui doit être posé. Alors, dont le résultat le plus immédiat, d'ailleurs, a été la quasi-disparition ou la réduction à très peu de choses de la marine marchande française. Et nos autorités nationales n'ont prévu, il y a déjà une dizaine ou une quinzaine d'années, qu'un seul palliatif, c'est de créer à notre tour un pavillon de complaisance à partir d'îles quasiment inhabitées dans l'hémisphère austral, qui sont propriété française, les îles Kerguelen. Voilà. Alors, autrement dit, un mauvais système, nous n'avons cherché à nous adapter qu'en créant nous aussi notre mauvais système. Je crois qu'il faut changer tout cela. Alors, on va terminer par votre traditionnel coup de gueule du réac. Il y a beaucoup de sujets possibles. Mais vous en aviez un, je crois, sur les banksters. Oui, je suis un peu irrité par la publicité du Crédit Mutuel, qui nous montre une famille avec un père bougon, toujours, et une jeune fille qui, elle, est tout à fait branchée et qui est au Crédit Mutuel. Voilà. Alors, elle dit c'est formidable, Crédit Mutuel, la banque dont les dépositaires sont propriétaires. Parce que vous ne pouvez pas ouvrir un compte au Crédit Mutuel sans déposer quelques dizaines d'euros pour acheter au moins une part du Crédit Mutuel. Alors c'est formidable et on a accès aux assemblées générales et à ce moment-là, on est propriétaire, on est banquier, c'est nous qui sommes les banquiers, etc. et qui avons part aux décisions de la banque. Alors je crois que c'est assez largement surfait. Parce que j'étais tombé sur des dames charmantes à côté de mon village. J'avais eu l'intention un jour d'ouvrir un compte au Crédit Mutuel et puis je m'étais aperçu que précisément, on vous demandait déjà, comme le font tous les banquiers aujourd'hui, pratiquement, ils se transforment en inspecteurs du fisc. Hein. Ils ne se contentent pas de placer l'argent que vous leur remettez. Il faut leur donner vos revenus, vos feuilles d'impôt, vos fiches de salaire, etc. pour qu'ils condescendent à ouvrir un compte, ce que je trouve un peu fort de café, personnellement. Et ils s'octroient le droit de surveiller vos rentrées et vos dépenses. Bon, ça c'est... la transparence. Oui, tu parles. La transparence qui devient totalitaire, véritablement. Bon. Et puis alors aussi, je me suis rendu compte, alors déjà, j'étais pas très content, mais surtout que je ne venais pas demander un crédit. Voilà, je venais placer mes économies, c'est pas pareil. Bon, et puis je m'étais rendu compte que, certes, on était associé du Crédit Mutuel, mais on était titulaire de parts catégorie B, et pas celle qui donne droit, par exemple, à la distribution des dividendes. Alors voilà, alors je dis au Crédit Mutuel, mais comme je dis à toutes les banques qui soi-disant pratiquent ce système, toutes les banques coopératives, où l'on fonctionne dans des sociétés où les associés sont représentés par part virile, etc. Je leur dis, écoutez, commencez par traiter tous vos associés exactement de la même façon, puis ensuite vous pourrez faire de la publicité. Bruno Gollnisch, à bientôt, bon séminaire, je crois, vendredi, samedi. Oui, il y a un séminaire, ce qui est très heureux. Cadre du Front National. Par Marine Le Pen, qui va rassembler le bureau politique, les parlementaires européens et un certain nombre d'autres personnalités de notre mouvement pour réfléchir. Nous ne sommes pas dépourvus de toute base. Nous avons eu des programmes du Front National. Mais c'est vrai que l'actualité aidant et la perspective de 2017 se profilant à l'horizon, voilà, nous allons mettre à plat un certain nombre d'aspects, je suppose, de notre doctrine et de notre fonctionnement, et je m'en réjouis. À bientôt. Au revoir.